Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le gouvernement ivoirien mène des actions pour éviter les inondations en saison pluvieuse. La prévention est donc de mise. Le ministre Bouaké Fofana vient justement de lancer officiellement les opérations de pré-saison des pluies. Les ouvrages de drainage sont en cours. Le but visé est zéro drame en période de pluie. La lutte contre le VIH-Sida s'accentue aussi. La Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui du gouvernement américain dans ses initiatives. Plus de 60 milliards de francs CFA ont été débloqués via le PEPFA au profit de l'État ivoirien. Un soutien qui vise à mieux coordonner les activités de lutte contre le VIH-Sida. C'est un vendredi saint pour les fidèles chrétiens dans le monde. Ils commémorent ce jour la crucifixion de Christ. En Côte d'Ivoire, les chrétiens catholiques et d'autres assemblées se sont souvenus du chemin de croix parcouru par Jésus, un chemin parsemé d'embûches, mais qui aboutira à sa résurrection. Pâques, moment de célébration et de la résurrection du Christ, est aussi fêté en pays baoulé. Sous un autre ton, dans une ambiance bon enfant, les populations du centre se retrouvent ainsi chaque année. Pâques qui nous draine du beau monde. Nous vous rapporterons l'ambiance dans les gares routières. Soyez les bienvenus sur RTI1. C'est un vendredi spécial, un vendredi saint pour les fidèles chrétiens dans le monde. Ils commémorent aujourd'hui la crucifixion du Christ. Et en Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens catholiques et d'autres assemblées se sont souvenus du chemin de croix parcouru par le Seigneur Jésus. Un chemin parsemé d'embûches, mais qui débouchera à sa résurrection. C'est le sens donc de la fête de Pâques qui sera célébrée le dimanche 31 mars prochain. On y reviendra. Mais tout d'abord, voyons en image l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a regagné Abidjan ce vendredi après un séjour en France, séjour qu'il a entamé le 15 mars dernier. Le président de la République, comme vous le voyez sur ces images, était accompagné de son épouse, la première dame, Dominique Ouattara. Et il a été accueilli à son retour par le vice-président, Temoko Melet Kone, ainsi que par le premier ministre Robert Begré-Mambé et par d'autres membres du gouvernement. Nous partons à présent pour le Sénégal qui vient d'abriter le Conseil des ministres de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. C'est la première session de l'année 2024 et les ministres des Finances des 8 États membres font le point de la situation économique dans la zone. Ils sont satisfaits des résultats obtenus en 2023. D'autres initiatives sont en vue pour 2024 dans la même zone. Serge Koléa depuis le Sénégal. Première session ordinaire 2024 du Conseil des ministres de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, au siège de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à Dakar, au Sénégal. La rencontre se tient dans un contexte de croissance économique dynamique au sein de l'UMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine. Le président du Conseil des ministres de l'Union note une progression constante de 5,7% du PIB. Adama Koulibaly et ses pairs se félicitent du taux d'inflation en baisse qui est passé de 7,4% en 2022 à 3,7% en 2024. Ce recul a été favorisé par l'atténuation des pressions inflationnistes sur les produits alimentaires et les efforts des États pour lutter contre la vie chère, ainsi que les effets des mesures de politique monétaire prises par la BCEAO. Ainsi, les perspectives économiques de l'Union restent favorables, même si elles demeurent tributaires de l'évolution de la conjoncture internationale, de la situation sécuritaire et sociopolitique dans l'Union, ainsi que des effets du changement climatique. Pour l'année 2024, selon les prévisions de la BCEAO, la croissance du PIB de l'Union en termes réels ressortirait à 6,5%. Cette accélération serait notamment impulsée par la bonne tenue des productions extractives et manufacturières. Les ministres des 8 États membres ont ensuite passé en revue les points à l'ordre du jour de cette session trimestrielle. Les ministres ont félicité les chefs des organes et institutions, notamment la commission de l'UMOA, la BCEAO, la BOAD et l'autorité des marchés financiers de l'UMOA pour les résultats encourageants enregistrés dans la zone. L'Union
a aussi salué la bonne tenue des élections présidentielles du 24 mars 2024 au Sénégal et souhaité plein succès aux nouvelles autorités. Voilà, et on va donc rester au Sénégal où le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, élu au premier tour avec 54,28% des suffrages, se prépare à prêter serment. La cérémonie aura lieu le mardi 2 avril prochain à Dakar. Le 5e président de la République sénégalaise s'engagera devant les 7 sages du Conseil constitutionnel à respecter et faire respecter la loi fondamentale. Macky Sall, le président sortant, avec qui il a échangé hier jeudi en compagnie de son allié Ousmane Sonko, lui passera donc le témoin et ce sera lors d'une cérémonie de passation de pouvoir au palais présidentiel. Plus de 250 observateurs au total étaient présents donc sur le sol sénégalais pour observer donc l'élection présidentielle du 24 mars dernier. Et la mission d'observation électorale de la CEDEAO ainsi que de l'Union africaine se félicite du déroulement global positif du scrutin et elle encourage tous les acteurs politiques à travailler de concert pour consolider les acquis démocratiques. Sidonie Davila, Ulrich Adongon sont nos envoyés spéciaux au Sénégal. Un scrutin pacifique et régulier, une participation citoyenne remarquable, pouvait-on retenir de ce point conjoint de la mission d'observation électorale de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la présidentielle du Sénégal. Tout s'est passé conformément à ce qui est prévu par la loi. Nous devons féliciter le Sénégal. Tout est respecté, les bureaux de vote en ordre, les assesseurs, donc ceux qui composent les bureaux, sont bien formés, les électeurs arrivent, ils viennent, ils votent, ils partent. La rapidité avec laquelle les résultats sont rendus publics par les médias et acceptés par les autorités, inclus même les candidats. Ça, c'est une bonne pratique, une courtoisie démocratique. Malgré quelques manquements signalés et quelques recommandations notées, notamment sur le bulletin unique et l'accessibilité des bureaux de vote des personnes du 3e âge et celles à mobilité réduite, les différentes missions saluent la maturité politique du Sénégal. Tous les éventuelles retombées de cette élection présidentielle ici au Sénégal aurait un impact considérable dans la région CEDEAO. À plus forte raison actuellement où il y a la présence de ces forces antidémocratiques autour de nous et cette ceinture de menaces autour de nous. Et ce que nous devons savoir, c'est que cette histoire de gouvernance est quelque chose sur laquelle nous devons nous asseoir pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent comme ici, par exemple. Et je voudrais solennellement à cette occasion féliciter chaleureusement les acteurs politiques au Sénégal. En fin de mission, les observateurs ont exprimé leur admiration pour l'esprit fair-play et l'engagement en faveur d'élections libres et équitables de Macky Sall, le président sortant. Et retour en Côte d'Ivoire, direction Yamoussoukro, le ministre Pierre Demba était devant les sénateurs. Il était porteur de 2 projets de loi devant la Commission des affaires sociales et culturelles de la Chambre haute du Parlement. La Côte d'Ivoire arrête de nouvelles dispositions pour l'exercice de la médecine et une nouvelle organisation et fonctionnement de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Qui peut exercer où? Comment le grand oral du ministre a obtenu le quitus des sénateurs, nous rapporte Kader Sogodogo. Exercice de la médecine, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Ce sont les 2 projets de loi qui amènent Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle devant la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat. Qualification, compétences, moralité professionnelle. Le projet de loi sur l'exercice de la médecine, le premier du genre, se veut la solution pour assainir le milieu. Nous avons pris un test pour que non seulement encadrer l'exercice de la médecine, mais également tenir compte des innovations et de l'évolution de ce secteur à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est un très bon test qui va permettre non seulement d'investir aussi bien dans le public, dans le privé, dans la médecine, mais également d'encadrer l'intervention des spécialistes pour éviter donc les erreurs, renforcer la responsabilité du médecin
dans ce qui est fait dans nos hôpitaux. En ce qui concerne l'Ordre national des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire, le constat est clair. La Côte d'Ivoire compte environ 900 chirurgiens dentistes pour une population qui avoisine les 30 millions. Le développement du secteur s'impose. Aujourd'hui, on dispose en Côte d'Ivoire autour de 900 chirurgiens dentistes, dont 600 sont dans le public. Notre objectif, c'est donc de renforcer la formation des chirurgiens dentistes pour en disposer un peu partout. Parce que dans le cadre de la couverture maladie universelle, l'objectif, c'est donc de mettre les soins de proximité au niveau des populations. Après environ 3h30 d'échanges, Pierre Dimba obtient le quitus de la commission à l'unanimité. La lutte contre le VIH-Sida s'accentue aussi et la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui du gouvernement américain dans ses actions. Plus de 60 milliards de francs CFA ont été donc débloqués via le PEPFAR au profit de l'État ivoirien. Un soutien qui devrait améliorer la coordination des activités pour une réponse nationale au VIH-Sida dans notre pays. Jean Magagui. Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, et les acteurs américains du plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida, PEPFAR, sont en session plénière en ligne et présentielle. Ils échangent sur les avancées de la riposte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. De 4,7 en 2005, la prévalence nationale est passée successivement à 3,6% en 2008, 3,4% en 2009 et 2,8% en 2017. Au vu de ce constat, le financement du PEPFAR à destination de l'État de Côte d'Ivoire pour l'exercice budgétaire 2024 vient d'être validé par le gouvernement américain. Les États-Unis sont fiers d'investir en la Côte d'Ivoire. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que vraiment ce programme, cet investissement du peuple américain au peuple ivoirien, c'est un partenariat. Nous sommes fiers pour accompagner la Côte d'Ivoire, pour sauver les vies. Le montant qui a été donné autour de 103 milliards de francs CFA, c'est énorme. Ça nous permettra donc d'intervenir sur les différents compartiments de la lutte, mais notamment en se focalisant sur les enfants, la transmission au niveau des enfants et des adolescents. En Côte d'Ivoire, le PEPFAR fournit un approvisionnement fiable de 75% des antirétroviraux et de produits de laboratoire au niveau national. Cette initiative gouvernementale américaine a investi plus de 500 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire depuis 2004. La Côte d'Ivoire entretient également d'excellentes relations avec l'Égypte. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou Adom, a reçu justement une délégation égyptienne conduite par l'ambassadeur d'Égypte dans notre pays. Au menu de la rencontre, bien sûr, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Et notez que l'Égypte est candidat donc au poste de directeur général de l'UNESCO et le pays sollicite le soutien de notre pays. Konaté Moussa. Ralel El Anani, ancien ministre du Tourisme de l'Égypte, est candidat au poste de directeur général de l'UNESCO en 2025. Reçu ce jour par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, il est venu présenter sa candidature et également solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire. Là, je viens de commencer ma visite dans votre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et j'étais honoré d'être accueilli par son Excellence, ministre des Affaires étrangères, où j'ai eu un long entretien avec son Excellence, où on a parlé donc de l'importance et des liens solides qui lient nos deux pays et nos deux peuples sur différents plans politiques, économiques et culturels. Et nous avons parlé aussi de l'importance de l'UNESCO et les relations très solides que nous avons avec cette prestigieuse institution. Et bien sûr, on a évoqué les grandes lignes de mon programme électoral. Le ministre Léon Kakou Adom s'est réjoui de la démarche entreprise par l'ancien ministre égyptien, un acte qui symbolise l'excellence des relations entre les deux pays. La délégation égyptienne était composée de Chérif Magdi Rachad, l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire au travail mène justement des actions pour éviter les inondations en saison pluvieuse. Et la prévention est de mise. Le ministre Bouaké Fofana vient de lancer officiellement les opérations de pré-saison et des pluies. Les ouvrages de drainage sont en cours justement et le but visé est clair, zéro drame en période de pluie. Grâce Kanto. Canal au papier,
Quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi, choisi pour le démarrage de l'opération pré-saison des pluies 2024. L'action consiste à curer les principaux ouvrages de drainage ainsi que les points critiques identifiés dans les différentes communes du district d'Abidjan afin d'atténuer de potentiels effets néfastes des pluies. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, nous avons fait construire beaucoup d'ouvrages. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand il pleut, il y a de moins en moins d'inondations. Et donc chaque saison de pluie, nous devons venir nous assurer que nos caniveaux, nos canaux, ont leur pleine capacité. Si le canal a été construit pour avoir 100 litres, il faut que ça ait la capacité d'accueillir 100 litres. Si on ne fait pas ça, si on a bouché le caniveau, au lieu d'avoir 100 litres, ça sera peut-être 15 litres. Les 85 autres litres là, ça va servir à inonder le quartier. Chaque année, on doit nettoyer pour leur donner la capacité totale. Il faut dire que cette action tombe bien pour assainir le canal qui relie le quartier d'Ivo à celui d'Anoumombo. On va sensibiliser la population au bon comportement, à éviter de jeter les ordures dans le canal pour arriver à ce que nous déplorons tous, les caniveaux bouchés. Après Koumassi, cap sur la commune de Benjerville, où 2 barrages écrêteurs sont en construction. Nous faisons des barrages écrêteurs qui permettent de recueillir l'eau d'abord et ensuite de réguler son débit pour aller vers la lagune, pour éviter les inondations. Il y a 2 ouvrages qu'on a visités qui sont à des degrés d'avancement différents, 73% d'un côté, 45% ici. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations à quitter les zones à risque afin d'éviter d'éventuels dégâts en cette saison des pluies. Et hélas, Ziambli n'a pas pu éviter ce drame. Ce village situé dans l'ouest ivoirien a été secoué par une tornade la nuit dernière et ce village a été littéralement ravagé. C'est un village de 6000 âmes. On enregistre pour l'heure 6 blessés, d'importants dégâts matériels et 72 maisons décoiffées. Amidi Rassouba pour le témoignage. Des maisons décoiffées, les lieux de culte décimés et les arbres déracinés. Plus rien ne reste du village de Ziambli, localité située dans la commune de Toulepleu. Ces dégâts sont les conséquences des intempéries survenues dans la nuit du jeudi 28 mars 2024. Plusieurs familles sont sans abri et dans le désarroi. Pour l'heure, 6 blessés ont été enregistrés et aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Dans l'attente du soutien des autorités administratives de la région du Cavali, le préfet du département de Toulepleu s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation. Les habitants de Ziambli, quant à eux, dorment à la belle étoile et s'en remettent à la providence divine. Voilà, et on est solidaire donc de ces sinistrés. Les prières montent en leur faveur justement ce vendredi saint pour les fidèles chrétiens qui commémorent donc ce jour la crucifixion du Christ. Notez qu'en Côte d'Ivoire, les chrétiens catholiques et d'autres assemblées se sont souvenus du chemin de croix parcouru par le Seigneur Jésus-Christ, un chemin parsemé d'embûches, mais qui aboutira à sa résurrection. L'ultime épisode de la vie de Jésus est le point culminant de l'histoire des hommes. Le chemin de croix vécu au sein des paroisses du monde entier, comme ici, la scénarisation du long cheminement du Christ durant sa passion, commémorée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. En union, les fidèles catholiques sont venus vivre la passion du Christ en relisant ensemble le récit de son arrestation, sa mise à mort et sa résurrection le dimanche de Pâques. En 14 stations, les fidèles catholiques des paroisses du pays miment avec des chants de méditation et de supplication les différentes étapes de la mort du Christ, à savoir la trahison, son arrestation, sa crucifixion et sa mort sur la croix. Je veux dire à quelqu'un, à travers cette passion, que là où tu penses que c'est fini, c'est maintenant que ça commence. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est maintenant que celle de Dieu commence. Et après la souffrance, vient la gloire. Nos vies sont faites d'épreuves, nos vies sont faites de blessures, d'humiliations et autres. Et donc, si on sait que le Seigneur Jésus a vécu ces humiliations, a vécu ces blessures-là, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons passer par ces blessures-là, mais nous pouvons nous relever. Jésus est tombé à 3 reprises, nous tombons à plusieurs reprises. D'accord ? Donc, à chaque fois que nous tombons, nous devons nous relever en pensant que l'avenir sera meilleur. Le chemin de croix fait mémoire des dernières heures de la vie du Christ,
offerte pour racheter les fidèles de leurs péchés. C'est également une longue prière d'intercession au cours de laquelle les fidèles et les prêtres prient pour toute l'humanité. Là s'accomplit le mystère de notre rédemption. Le Christ meurt pour nous. Et donc nous sommes invités à nous unir à cette mort afin de pouvoir bénéficier de cette résurrection qui va être clamée le samedi au cours de la veille pascale. Le chemin de croix trouve son origine dans la liturgie du Vendredi Saint de la tradition chrétienne. C'est un acte dévotionnel qui peut se pratiquer en privé comme en communauté, tout en commémorant la Passion du Christ à travers 14 stations particulières. Les fidèles catholiques souhaitent recevoir la grâce rattachée à cette célébration. Voilà, reportage réalisé pour vous par Sephora Zegui et Eugène Atoubé. Le chemin de croix a été observé également à Méagui, Boaké et dans quelques assemblées ici à Abidjan. Sa miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés. À Méagui, à 15h, tous les fidèles de la paroisse Saint-Ignace d'Antioche se mobilisent en grand nombre. Ils partent de l'école primaire Terre Rouge à la cour de la paroisse sur un parcours déclinant en 14 stations en mémoire aux dernières heures de la vie du Christ offertes pour racheter les péchés. Pour le curé de la paroisse, le père Charles Olidio, c'est un grand jour. Jésus nous enseigne ici le pardon à nos ennemis. Jésus nous enseigne ici d'accepter les sacrifices, de ne pas nous venger quand nous sommes blessés, offensés. Le vendredi qui précède Pâques fait partie de ce que l'Église catholique appelle le Triduum pascal. Les paroissiens de Saint-Pierre de Limbaud, commune de Boaké, effectuent le chemin de croix, vivant ainsi les 14 stations qui marquent le parcours du Christ. Le chemin de croix est un acte de foi, puisque le Christ même qui est né pour nous, il est venu pour nous apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui encore, il nous montre sa preuve de son amour par sa mort. Cet acte de foi-là, c'est un acte qu'on doit vivre tous les jours. C'est un moment à la fois difficile et heureux. Fait marquant de cette commémoration, l'illustration du parcours du Christ par la troupe théâtrale de la dite paroisse. Un moment de deuil et de méditation pour les fidèles catholiques. En ce vendredi saint, marquant la crucifixion de Jésus, la communauté Aris de Yopougon-Tempe-Noé commémore la souffrance du Fils de Dieu dans le recueillement. Dans son enseignement, le prédicateur supérieur exhorte les chrétiens à demeurer dans la foi. Christ est mort, il sera ressuscité, mais il faut continuer à prier, il faut continuer à regarder le Christ. L'Église du Christ Mission Aris est une communauté qui tire sa source depuis Israël, ensuite implantée en Afrique par le biais du prophète William Wadé Aris. Pâques, un moment de célébration et de la résurrection du Christ, est aussi fêté en pays baoulé, mais sous un autre ton, dans une ambiance bon enfant. Les populations du centre se retrouvent ainsi chaque année. Paquinou draine donc du beau monde. Nous vous rapportons l'ambiance dans les gares routières prises d'assaut par les voyageurs. Jeudi 28 mars, une journée particulière à la gare routière d'Adjamé, à 48 heures des festivités pascales. Mais déjà, à Paquinou, l'exode des populations vers l'axe médian du pays, centre névralgique, est perceptible. L'affluence est toutefois faible. Direction le centre, mais aussi les quatre coins du pays. Les voyageurs, flanqués de leurs bagages, patientent, chacun son tour, dans les différents cars. Béatrice savoure déjà la joie de retrouver la famille. On va au village pour la fête de Pâques. On se rassemble là-bas, entre la famille, on fête ensemble, on fait des réunions, on s'entend. Paquinou 2024, ces transporteurs disent avoir cette année anticipé, des dispositions sont prises. À peine le client vient, sa moyenne maximale tourne autour maximum d'une heure de temps. À peine il arrive, à peine il s'en va. Tant au niveau de la vente directe, au niveau des guichets, que de la réservation en ligne. On a fait encore un rajout en termes de capacité opérationnelle. De nouveaux cars sont venus compléter les cars récents qu'on avait payés. Et puis ça se traduit par l'ambiance relax. Un décor somme toute parfait. Mais Paquinou
C'est aussi l'art de la matérialisation des ouvriers de la dernière heure, là où tous les voyageurs s'agglutinent dans les lieux de transport les derniers jours. Constat, 24 heures après, ce vendredi 29 mars, nous sommes de retour sur les lieux à Adjamé. Matin, nous sommes sous le soleil. Si on doit prendre l'argent pour monter dans le car, il faut prendre l'argent en fonction de l'heure à laquelle on a coupé les tickets. Ceux qui viennent d'arriver viennent semer le cafouillage. On est venu, on dit troisième départ. Impatience, querelle, stress, un cocktail prêt à détonner. Dans cette autre station, Chantal est bien déçue. Depuis à 5 h du matin, on était ici. On a pris ticket, on dit 3 heures, on est troisième départ. Troisième départ, on a arrêté dans le soleil jusqu'à aller là. Les voitures viennent, les gens qui viennent d'arriver, ils montent pour partir. Normalement, les voitures viennent contrôler les tickets. Vous ne contrôlez pas, tout le monde monte. Et puis nous, on va rester ici. C'est le même ticket, tout le monde a pris. Paquinou, avant la fête proprement dite, l'engorgement au niveau des transports comme une condition pour la réussite de l'événement, croirait-on. Une chose est cependant certaine, tous ces festivaliers arriveront à bon port. Et ils arriveront à bon port, mais avant, ils pensent aussi à se confesser. Justement, on va parler de confession, de sacrement, de réconciliation avec Dieu. Notez que c'est un acte de foi, un exercice auquel se soumettent les chrétiens catholiques pour le pardon de leurs péchés, se confesser pour se réconcilier avec Dieu, mais aussi avec son prochain. Et l'exercice est fortement recommandé en cette période pascale. Paquinou ou Pâques, Michel Mambo nous en parle. La confession, un des 7 sacrements de l'Église catholique. Une démarche pour se réconcilier avec son Créateur après s'être rendu coupable d'un péché. Le péché, c'est que nous faisons de mal lorsque nous ne respectons pas les commandements de l'Église, les 10 commandements, lorsque nous ne respectons pas le commandement de l'amour que le Seigneur nous a donné, alors nous offensons Dieu, nous nous coupons de Dieu, de nos frères, de nous-mêmes. Nous devons toujours garder la blancheur de la robe de notre baptême. Le seul moyen que nous avons dans l'Église pour pouvoir avoir cette blancheur-là, c'est la confession. Faire pénitence pour être en paix avec Dieu, son prochain et soi-même. L'exercice procure une certaine paix intérieure. Je viens me confesser lorsque je constate que mes péchés sont beaucoup. Et après la confession, je remarque que je suis soulagée, je suis purifiée. Et c'est comme si je reprends avec de nouvelles bases. Chaque fois que je me confesse, je suis légère. C'est comme s'il y a un gros poids qui est enlevé et puis on avance. On essaie de bien marcher dans la voie de Dieu pour qu'au moins on n'ait plus à venir encore fatiguer Jésus avec ce même péché-là. Mais comment se confesser? D'abord, pour pouvoir se confesser, il faut faire ce qu'on appelle son examen de conscience. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mes frères, vis-à-vis de moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien? Faire son examen de conscience vis-à-vis des 10 commandements. On peut faire aussi son examen de conscience à la lumière, par exemple, des béatitudes. Lorsqu'on vient confesser ses péchés, le prêtre va maintenant nous donner des conseils. Il va nous donner ce qu'on appelle une pénitence. Voilà. Un acte qu'on doit poser pour pouvoir bénéficier pleinement de la grâce de Dieu. La confession, sacrement de la réconciliation, fait partie des sacrements de guérison. Guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Une disposition essentielle avant d'approcher à la table du Seigneur lors de la célébration de l'Eucharistie. Voilà, et le moment donc est propice en cette période de jeûne pour musulmans et chrétiens pour demander pardon à Dieu. Justement, les musulmans sont en jeûne et c'est le mois de Ramadan. La présidente du Sénat, Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a procédé à la rupture collective de jeûne dans sa commune. Et au cours de cette rencontre, elle a appelé les fidèles musulmans et d'autres religions à prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Ahmed Traoré, commenté pour vous par Abou Sanogo. À Abobo, la rupture collective du jeûne est un symbole du vivre ensemble. Et pour perpétuer cette tradition, Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, par ailleurs présidente du Sénat, a convié à la grande mosquée du quartier Cloitia toutes les populations pour un moment de partage et de solidarité. Le tout dans une ambiance empreinte de piété. Cette rencontre
a été ponctué par des messages délivrés par des guides religieux sur l'importance du mois du Ramadan. Kandia Kamara a invité la communauté musulmane d'Abobo de continuer de vivre ensemble dans la solidarité, mois de piété et de pénitence. Elle les a appelés à demeurer dans la prière pour la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la Côte d'Ivoire solidaire, prônée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes à Bobo, dans la commune du partage et de la solidarité. C'est au nom de tout cela que nous avons voulu sacrifier à une tradition depuis plusieurs années maintenant, ici à Bobo. Merci aux imams pour les prières et les bénédictions qui ont été faites ce soir en faveur du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Que Dieu exauce toutes les prières faites par tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, les membres du COSI, avec à leur tête le Cheikh Aïma, les guides religieux chrétiens. Merci à tous. Que Dieu exauce toutes les prières, toutes les bénédictions. Des mets divers et variés, composés essentiellement de bouillie, de beignets et autres fritures. Pour les fidèles musulmans, cette rupture de jeûne répond à un souci d'union et d'harmonie entre les différentes populations. Nous sommes venus partager d'abord un moment de solidarité, qui était à travers ce grand mois béni. Et donc nous savons ce que notre autorité nous apporte, la cohésion, la solidarité, le vivre ensemble. Au terme de cette rencontre, Kandia Kamara s'est engagé à contribuer activement à la fin des travaux de la mosquée du quartier Kouitia. Plus de 2 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre, 25 packs de lait et une enveloppe ont été remis aux guides religieux. Notons qu'une forte délégation du Sénat et du RHDP était présente à ce rendez-vous pour soutenir le maire de la commune d'Abobo. Voilà, et je vous convie à une autre rupture collective de jeunes organisée par le comité exécutif de l'Association des étudiants et élèves musulmans de Côte d'Ivoire. Rupture collective de jeunes à laquelle ont pris part les ministres Mamadou Touré et Amadou Koulibaly. Le reportage de Constant Kokora, commenté pour vous par Franck Quadio. Ramadan, mois de piété, de solidarité et un moment de communion fraternelle exprimé par la rupture collective. Et cela, les jeunes l'ont compris à travers l'Iftar 2024. Le comité exécutif de l'Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire est soutenu dans sa démarche par les ministres Mamadou Touré et Amadou Koulibaly. L'activité à la réalité vise à mener des réflexions pour l'insertion professionnelle des jeunes. Je suis convaincu qu'avec les résolutions de ce panel, nous pourrons mener des actions fortes auprès des décideurs en vue de l'amélioration des conditions de vie des jeunes Ivoiriens dans leurs ensembles. Cette rencontre a également permis aux membres de l'AEMC d'être entretenus sur différentes thématiques liées à l'entrepreneuriat et à l'accès au financement jeune. Ma responsabilité de mobiliser les parents et les opportunités, mobiliser les partenaires et la mobilité. Votre responsabilité, c'est que vous devez vous battre pour saisir cette opportunité. Je souhaite que l'AEMC, en plus des membres de votre organisation, que vous puissiez aussi, dans votre éducation, partout sur la zone nationale, informer les jeunes. Une levée de fonds alors, pour préparer les défis à venir, l'AEMC va bientôt fêter son cinquantenaire. Voilà, on prend maintenant la direction de Fresco où les populations ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, y a pris part. Elle appelle à la paix et à la cohésion sociale. Ils sont venus des villages, campements et hameaux pour être des témoins de l'intronisation de leur chef de communauté. Eux, ce sont les baoulés installés depuis des décennies d'années dans le département de Fresco et vivant en parfaite harmonie avec les autres communautés. Un modèle de cohésion et de vivre ensemble salué par le président du conseil régional. Madame la ministre d'État, vous pouvez aller dire au président que son rêve de vivre ensemble est une réalité ici à Fresco, est une réalité dans le Boclé. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, la paix et la cohésion sociale permettent au Boclé de connaître un développement. Nous avons un devoir de gratitude envers son Excellence M. Alassane Ouattara,
président de la République, en reconnaissance de sa claire vision du développement qui aboutit aujourd'hui au rayonnement de notre pays, la belle Côte d'Ivoire et de notre belle région. Chaque fois que l'occasion se présentera, nous accomplirons sans réserve notre devoir de reconnaissance. Cependant, Fresco manque d'eau potable. Saisi de cette préoccupation des populations, Anne Désiré Ouloto, représentant du haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, parrain de cette cérémonie, a promis transmettre à qui des droits cette doléance pour qu'une solution soit trouvée dans l'urgence. Car avec Alassane Ouattara, aucune région ne va être oubliée. Je voudrais donc demander à nos parents, à mes parents de Fresco et du Coquelin, de continuer de faire confiance au président de la République. Fresco a eu beaucoup, le Coquelin a eu beaucoup, mais beaucoup reste à faire. Restons concentrés sur le développement. Consolidons le vivre ensemble pour continuer de bénéficier du savoir-faire du président Alassane Ouattara. Nzi Kwame, ancien agronome qui vient d'être intronisé, est le tout premier chef de la communauté baoulé vivant dans le département de Fresco. Il a reçu une moto pour ses déplacements. Reportage réalisé pour vous par Sam Conan. 500 enfants âgés de 12 à 16 ans, passionnés de football, seront recrutés à l'issue d'un test. L'action est de la société d'aviation Corsair à travers son projet social Corsair Foot Académique. L'objectif est de dénicher donc des talents en vue d'en faire des footballeurs professionnels. Le reportage d'Ismaël Evradeo, commenté par Jean Magagui. 500 adolescents passionnés de football, 3 jours pour le démontrer. À la clé, un stage alliant sport et éducation à la Corsair Foot Academy. C'est l'information livrée à la presse au cours de cette conférence. En posant ses valises en Côte d'Ivoire, ce projet social entend contribuer au développement du sport roi dans le pays. L'objectif, c'est vraiment de faire de ces gamins-là, de leur donner des valeurs, de leur donner des clés pour que demain, ils deviennent des hommes. Donc, accompagner également le projet de la Fédération ivoirienne de football, puisque de toute évidence, il y a une politique sportive qui existe ici en Côte d'Ivoire et qui porte ses fruits. Vous êtes champion d'Afrique, ce n'est pas pour rien. Donc, c'est vraiment s'inscrire également dans le droit fil de la politique du président Diallo. C'est notre devoir de participer à la vie économique, sociale, culturelle de la Côte d'Ivoire. Et donc, faire venir Corsair Academy en Côte d'Ivoire, ici, aujourd'hui, fait partie un peu de notre credo, de ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, l'initiative est menée conjointement par des célébrités du football et Ivoire Sport Promotion. Ce sont les enfants. Ils regardent la télé, ils regardent les images. Mais on a voulu leur apporter cette expérience. En tout cas, j'espère que les enfants auront le sourire quand on va repartir, parce qu'on reviendra, là c'est le test, mais on va vraiment s'implanter, on va vraiment revenir pour ça. Sont concernés par ce test les enfants dont l'âge varie entre 12 et 16 ans. La Corsair Foot Academy s'assigne pour mission d'offrir des opportunités de développement en faveur des footballeurs issus de quartiers défavorisés. Voilà, et je rappelle avant de nous séparer que le dimanche 31 mars prochain sera célébrée la fête de Pâques. Et justement, j'ai un communiqué à vous livrer. Il vient de nous parvenir. Il émane du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre de la célébration de la fête de Pâques, il sera procédé à la fermeture du pont Alassane Ouattara aux véhicules le dimanche 31 mars à 6 h au lundi 1er avril 2024 à 23 h afin de permettre aux populations de le visiter en toute sécurité. Pour ces circonstances festives, le pont sera illuminé aux couleurs du drapeau national orange, blanc, vert. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier invite donc les usagers de la route au respect du plan de circulation mis en place et souhaite une excellente fête de Pâques à toute la population ivoirienne. Moi, je vous dis à demain 20 h.